J'allume mon truc déjà. Alors, bonjour. Donc Gérard Dubé, moi je suis sociologue avec ma collègue Anne-Cécile, qui est ergonome. Nous avons collaboré sur un même terrain pendant plus d'une année dans une entreprise dont on va vous parler tout à l'heure. Alors notre exposé, il sera pas révolutionnaire, hein, il sera même, je dirais, plutôt conservateur. J'assume complètement ce côté conservateur. Après tout, c'est peut-être pas si choquant que ça. On est au Conservatoire national des arts et métiers. Donc je pense que ça fait réagir. Conservateur dans le sens où on va pas parler de Kobo en fait. On va parler on va s'intéresser à la question de l'engagement du corps au travail, à ce que ça recouvre, l'engagement du corps au travail, du point de vue finalement quand même du sens, de ceux qui produisent le sens, et du point de vue du collectif de travail. Alors comme ça a été évoqué par Marco, l'intérêt de la cobotique, et notamment du point de vue des sciences humaines, c'est de nous inviter peut-être à repenser la question du corps au travail dans le sens de son éventuelle réévaluation. Mais évidemment, il faut quand même s'entendre d'abord, et c'est ce qu'on va essayer de faire finalement, s'entendre au préalable sur ce qu'on entend par corps au travail et par engagement du corps au travail, sur les réalités humaines que recouvre cette formule, sur la signification qu'on attache par exemple au mot corps aussi. Évidemment, on ne va pas résoudre ce problème aujourd'hui. Notre approche résolument pluridisciplinaire nous a imposé ces questionnements très en amont, tout simplement parce que le corps ne recouvre pas le même sens pour un ergonome, et même d'un ergonome à l'autre, pour un sociologue, y compris pour un sociologue à l'autre, un roboticien ou un anthropologue. En tout cas, c'est le statut et la place donnée à l'expérience sensible par la PME industrielle qui était donc non équipée de Kobo, dans laquelle on a enquêté plus d'1 an, qui nous a conduit à nous intéresser à cette question et à mettre en lumière l'importance de cet engagement du corps et à essayer finalement de manière peut-être un peu impressionniste à le circonscrire, cet engagement du corps. Alors, faut-il préciser qu'à l'heure de l'industrie du futur et de la transformation numérique du secteur industriel, la question de l'engagement du corps est d'autant plus cruciale que le mouvement général vise plutôt à externaliser sur des dispositifs et des systèmes technologiques l'expérience sensible, l'expérience directe du monde, celle sur laquelle repose en grande partie justement cet engagement du corps au travail. Transformation numérique et engagement du corps au travail entrent en tension, et c'est ce qu'on va essayer de faire valoir ici, dans la mesure où l'un et l'autre renvoient à des logiques et des manières d'être au monde distinctes. Et c'est justement ce qu'on va essayer de montrer rapidement maintenant, en formulant d'abord une sorte d'hypothèse. D'une part, la transformation numérique, c'est la promesse d'identifier les récurrences, de réduire les irrégularités, de mieux planifier une production aléatoire, évidemment dans une optique d'optimisation de la productivité et de la production. Alors, par la saisie automatisée des données en aval et le traitement algorithmique de ces données en amont, c'est-à-dire toujours donc par des dispositifs externes. L'engagement du corps, quant à lui, n'est pas une promesse, c'est la capacité à identifier concrètement les irrégularités, les aléas et les singularités du processus de production. Cet engagement se dévoile dans les savoir-faire de fabrication qui sont reconnus à la fois par les travailleurs et les cadres de la PME dans laquelle nous avons travaillé. Cet engagement du corps s'appréhende avant tout dans des situations concrètes de travail. Alors, quelques avertissements très généraux avant de poursuivre, sans possibilité évidemment d'approfondir les thèmes, les axes thématiques dont je vais parler là, qui sont des thèmes qui sont au moins aussi anciens que notre civilisation judéo-chrétienne elle-même. Et notamment pour ce qui concerne le corps, la définition du qu'est-ce qu'on met dans le corps, qu'est-ce qu'on entend par corps. Alors le corps dont nous allons parler ici, c'est pas le corps de la psychologie behavioriste, c'est pas celui non plus des neurosciences actuelles, qui traitent et reçoit des informations dans un rapport finalement d'extériorité au monde. C'est plutôt celui, il faut bien trouver des rapprochements, de la phénoménologie,
un corps tissé de la même étoffe que le monde, pour reprendre la belle formule de Merleau-Ponty, un corps qui est toujours et déjà engagé dans le monde, qui participe de lui. C'est aussi un corps parlant et pensant, c'était un petit peu le sens de ma remarque tout à l'heure sur l'exposé précédent. Un corps parlant et pensant, et on sait là au moins depuis Erwin Strauss en 1932, mais aussi on aurait pu citer Pierre Janet et Marcel Jousse en France. On sait que l'homme pense avec tout son corps, avec ses mains, avec ses pieds, avec ses oreilles, comme disait Jousse, et pas seulement avec le couple œil-cerveau. Que les sens sont inséparables du sens et inversement. Mais c'est aussi un corps qui explore, qui est toujours porté au dehors de lui-même, un corps habité par le manque, incomplet, et qui échange constamment pour cette raison avec ce qui n'est pas lui. Merleau-Ponty parlait ainsi de la chair plutôt que du corps, qu'on peut facilement assimiler dans notre civilisation, du moins, à un objet ou une machine. Ce corps est inscrit dans une histoire propre, et il est toujours à la fois donc biologique, social et historique. C'est donc un corps toujours singulier, qui occupe une place singulière dans l'espace et dans le temps, et partage ce rapport de singularité avec les autres. Alors pour ne prendre qu'un exemple trivial, que je prends la danse, à cause de la seule différence anatomique, par exemple, et morphologique d'un danseur à l'autre, une même chorégraphie, c'est-à-dire une organisation de l'espace et du mouvement relativement standardisée, va donner lieu à des styles de danse très variés. Donc voilà pour les préliminaires, forcément très réducteurs. Donc ce qu'il convient qu'on va essayer de penser ou d'inventer, c'est la manière dont peuvent s'articuler ces deux modalités distinctes d'être au travail, non pas avec ou sans corps, c'est pas aussi binaire que ça, mais selon des approches, des compréhensions, des définitions du corps qui diffèrent. Et on va essayer d'aborder cette tension, de l'exposer, de la mettre en scène, au travers de deux situations de travail qui justement montrent l'importance du collectif confronté, un collectif qui est confronté au défi de la transition numérique. Et là, je donne la parole à mes collègues. Alors, tout d'abord, avant de parler de ces deux situations de travail, donc une slide pour vous présenter l'entreprise dans laquelle nous avons mené l'étude de cas. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1870 pour fabriquer de la porcelaine du Berry. Dans les années 90, il y a eu un transfert de technologie et l'entreprise a commencé à fabriquer des noyaux céramiques pour les motoristes aéronautiques internationaux. Alors, un noyau céramique, ça sert à faire du vide dans une pièce de métal. Donc, il est destiné aux fondeurs d'acier et il est détruit après le séchage de l'acier lorsqu'il a été coulé dans son moule. En 2019, l'année de l'étude de cas, l'entreprise compte environ une centaine de personnes qui sont réparties en 2 tiers dans les ateliers, 1 tiers dans les bureaux. Et donc, c'est une entreprise locale qui œuvre dans la sphère internationale. Maintenant, je vais vous présenter quelques éléments descriptifs qui sont liés à la production pour comprendre très brièvement comment est-ce qu'on passe d'un tas de sable de silice à des noyaux céramiques. Voilà, vous en avez une illustration pour vous montrer un peu la complexité de ce produit. Alors, c'est une entreprise qui s'organise autour de 5 ateliers. Donc, 2 premiers ateliers où on mélange les pâtes, ensuite où on injecte la pâte. S'ensuit l'atelier de cuisson et ensuite l'atelier de finition et un atelier de contrôle final. Dans les 2 premiers ateliers, ce qui est travaillé, c'est une matière qui est visqueuse et instable, que l'on appelle une pâte. Alors que dans les 2 derniers ateliers, qui sont la finition et le contrôle final, ce qui est travaillé, c'est une matière qui est devenue solide et stable, et du coup que l'on appelle un noyau. À l'issue de l'atelier de cuisson, il y a une opération importante dans cette entreprise qui s'appelle l'OP40 et qui consiste en un tri manuel des noyaux. Et les noyaux sont soit rebus, soit conformes. S'ils sont rebus, il va s'agir de trouver d'où vient l'origine du rebut. Voilà, principalement dans les ateliers de mélange des pâtes, d'injection et un petit peu à la cuisson. S'ils sont conformes, ils vont continuer leur procédé industriel par un jeu d'aller-retour entre
l'atelier de finition et l'atelier de contrôle final. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que dans cette entreprise, la finition se réalise de façon manuelle. Ça signifie donc qu'elle va dépendre de la finisseuse en charge de la série. Dans cette entreprise, il y a aussi une caractéristique très importante, c'est qu'on peut avoir des taux de rebut qui vont jusqu'à 80% sur une série. Ça veut donc dire que l'enjeu principal dans la production dans cette entreprise, c'est de réussir à produire des noyaux céramiques qui vont être conformes, alors que la matière céramique présente une forte variabilité, ce qui empêche donc la répétabilité dans la fabrication. Je crois que c'est à toi que je te repasse. Je suis impressionné par ta maîtrise du PowerPoint. Oui, alors, rapidement, pour illustrer brièvement quelques-uns des enjeux qui sont sous-tendus par la tension dont on a parlé tout à l'heure, on va se focaliser sur la trace, sur la question de la trace et sur le travail sur la trace qui est laissée sur le produit manufacturé. Alors, on va voir que l'engagement du corps au travail se caractérise en premier lieu par la manière dont la trace est comprise et travaillée par tout un collectif d'individus. Et j'insiste là sur individus, car c'est parce que chacun ne dispose que d'une partie de la connaissance, celle qu'il a développée là où il se trouve, que tous se trouvent impliqués, obligés les uns vis-à-vis des autres dans la recherche de ce qui a bien pu se passer et pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue global et externe qui pourrait s'imposer de l'extérieur. La principale différence ici avec le mode de traçabilité que pourrait offrir un dispositif numérique de saisie, de stockage et de traitement de data se situe donc à ce niveau. La trace est ici le produit dynamique de la fluidité des échanges, d'expériences entre les individus. Tous sont impliqués dans le processus de recherche. Alors, je vais vous présenter cette première situation de travail. Donc, elle concerne le directeur technique et son équipe. Il s'agit donc d'un travail collaboratif, donc du directeur technique, son équipe, avec les outilleurs de la maison mère lors de l'étape de la rédaction du cahier des charges d'un moule définitif. Et dans cette situation de travail, on va voir qu'il y a de nouvelles exigences de traçabilité qui sont liées à la certification aéronautique récente de l'entreprise. Et donc, ce qui va amener des transformations dans le travail du directeur technique et du collectif. Alors, je vous ai mis deux illustrations. Tout d'abord, en haut, vous avez l'illustration de ce à quoi peut ressembler une presse à injection verticale. Donc, en marron, vous avez la pâte céramique donc, qui passe dans une vis sans fond et donc qui permet d'injecter dans un moule. Et en dessous, vous avez l'illustration de ce à quoi ressemble un moule qui permet de réaliser donc, des noyaux céramiques. Alors, dans cette situation de travail, il y a une règle qui est très importante, c'est que les moules, qu'ils soient prototypiques ou les moules définitifs, restent toujours à la propriété de la maison mère. Et cette règle oblige le directeur technique et son équipe et les outilleurs de la maison mère de réaliser un compromis efficace qui est celui de concevoir un moule qui soit capable de durer dans le temps. Pour ça, le directeur technique et son équipe proposent de rajouter des dépouilles au moule définitif. Ce rajout de dépouilles nécessite donc une négociation pour avoir l'accord des industrialisateurs pour ensuite pouvoir rédiger le cahier des charges à destinée des outilleurs. Et cette négociation, jusqu'alors, se réalise dans une logique de rentabilité puisqu'il s'agit de faire durer le moule dans le temps, ce qui permet de diminuer les temps de maintenance où pendant ce temps-là, le moule n'est pas utilisé. Pour comprendre rapidement ce qui est des dépouilles, simplement sur ce schéma, vous comprenez que c'est l'évasement des bords du moule, ce qui permet de faciliter l'éjection du noyau céramique et donc d'en diminuer sa déformation pendant cette phase-là. Et ce que propose le directeur et son équipe, c'est de faire réaliser par les finisseuses de la PME un ébavurage manuel, c'est-à-dire d'enlever les excédents de matière dus à l'évasement des bords pour redonner au noyau donc sa forme initiale est donc attendue dans le procédé industriel.
Donc dans cette situation de travail, donc, le nouveau contexte est que la certification aéronautique amène de nouvelles normes dans les procédés industriels de la PME et que ces nouvelles normes s'accompagnent d'une accentuation des exigences en termes de traçabilité du process de fabrication. Donc ce nouveau contexte amène de nouvelles contraintes. Les négociations, d'une part, les négociations qui jusqu'alors se réalisaient sur une logique de rentabilité, aujourd'hui, ces négociations se réalisent sur une logique de qualité aéronautique. Et d'autre part, il va y avoir toutes les contraintes qui sont liées à l'intégration de technologies numériques tout au cours du procédé industriel dans la PME. Ce nouveau contexte dans cette situation de travail se concrétise, du moins en 2019, par un refus des industrialisateurs de laisser la possibilité à la PME de réaliser les bavurages manuels. Pourquoi? Parce que les bavurages manuels, du point de vue des industrialisateurs, laissent des traces sur la surface du noyau qui deviennent visibles avec les outils numériques. Et donc, en devenant visibles, ces traces sont maintenant considérées comme des défauts. Alors, pour illustrer cette situation de travail, j'ai repris un verbatim du directeur technique. Avec les nouveaux systèmes qui vont être capables de contrôler tout le produit en une seule fois, on va voir que le produit est une horreur quand on va le grossir 1000 fois. Donc, on avait un système qui ne fonctionnait qu'avec du contrôle visuel, qui a marché, qui a généré une valeur ajoutée, une technologie et des moteurs d'avion. Alors, on va voir des défauts, mais cela fait 20 ans qu'ils existent. À travers ce verbatim, ce que l'on comprend, c'est que la qualité d'un noyau céramique, pour les acteurs de cette entreprise, se construit sur sa capacité technique et sa capacité fonctionnelle qui ne tiennent pas compte des défauts d'aspect. Sauf qu'avec la certification aéronautique, le noyau céramique passe d'un objet fonctionnel éphémère, puisque je vous rappelle qu'il est détruit après la phase de coulage de l'acier. Donc il passe de cet objet fonctionnel éphémère à une pièce aéronautique tracée, ce qui amène donc la mise en débat de la place des savoir-faire dans l'entreprise qui jusqu'alors était basée sur la fonctionnalité du noyau. Donc avec le numérique, nous arrivons à une transformation de la signification de la qualité d'un noyau. Et ce qui signifie pour le cadre et son équipe de trouver de nouveaux moyens pour contenir la variabilité de la pâte. Or, la variabilité de la pâte, par l'engagement du corps, participe à la construction des savoir-faire de fabrication. Alors, bien entendu, cette manière de faire, avec cette manière de faire, beaucoup d'informations se perdent en chemin, sont oubliées ou restent, comme on nous l'a dit, dans la tête des gens. C'est la différence, c'est une des différences avec un dispositif de traçabilité numérique où l'on garde tout. La traçabilité, elle est ici le produit de l'action des hommes et de la fluidité de leurs échanges, et elle est forcément imparfaite, fragmentaire, un peu comme un texte à trous. Mais ces manques, ces trous, parlent directement justement à l'imagination et à la créativité des êtres humains, qui sont eux-mêmes par essence des êtres incomplets et non finis. C'est parce que le texte est lacunaire que les humains, avec leur savoir-faire propre, leur imagination, leur besoin de sens, eh bien, s'engagent, trouvent leur place et s'engagent dans le travail, dans l'activité. Ce qui se joue ici donc fondamentalement, c'est la possibilité pour des personnes, c'est-à-dire des êtres singuliers, d'exprimer cette singularité dans le travail. Et c'est bien le sens premier d'être engagé, pas seulement se reconnaître dans ce qu'on fait, mais littéralement être dans ce qu'on fait. Alors, l'engagement du corps au travail, on l'aura peut-être déjà un peu entrevu, c'est aussi la condition pour qu'existe quelque chose qu'on pourrait appeler une mémoire collective. Toujours à partir de la notion de trace, on peut montrer que cette mémoire se construit et se maintient dans la durée sur une expérience sensible partagée, sur un vécu commun, ce qui la rend aussi extrêmement souple, dynamique, créative, aujourd'hui on dirait peut-être agile, et enfin économe sur le plan cognitif. Et la question qui va se poser ici, c'est qu'advient-il de cette mémoire collective dans le contexte d'une externalisation de plus en plus poussée du travail sur la trace dans un dispositif externe numérique? Alors, je vais vous présenter la deuxième situation de travail.
Et cette fois-ci, elle concerne le responsable R&D et ses collaborateurs. Et il s'agit que pour améliorer la qualité de la pâte, le responsable et son équipe réalisent des analyses des données des productions qui sont passées et réalisent des essais. Et dans cette situation de travail, la question se pose à équiper l'outil productif de la PME d'une gestion de la production assistée par ordinateur, ce qui, bien sûr, a pour conséquence des transformations dans le travail du cadre et du collectif. Dans cette situation de travail, donc d'amélioration de la pâte, il y a des contraintes. En effet, les données passées sont éparses. Elles peuvent être, pour rappel, principalement sur le premier atelier qui est le mélange des pâtes ou l'injection de la pâte. Et ensuite, ces données peuvent également être erronées puisque la saisie se fait majoritairement de façon manuelle. D'autre part, dans cette entreprise, les temps de cycle de fabrication sont très longs, avec un minimum de 3 semaines, ce qui oblige l'équipe à mener plusieurs essais en même temps. Ce qui a été mis en place, tout d'abord, c'est que le cadre, le responsable R&D, a mis son bureau au cœur de l'atelier, ce qui lui permet d'avoir une proximité physique pour être rapidement informé des différents aléas de production. Et d'autre part, il y a énormément de liens qui se construisent avec les collectifs de travail dans les ateliers pour faire participer aux recherches donc les acteurs de production. Ce qui amène en fait à la construction de liens sociaux qui sont créés sur les traces laissées sur les noyaux. Ces traces laissées sur les noyaux, dans cette situation de travail, sont ici donc des défauts d'aspect. Et donc, il y a tout un travail collectif coopératif qui se construit sur les savoir-faire de détection des finisseuses pour trouver ces fameux défauts d'aspect. Avec le projet d'équipement de l'outil productif d'une GPAO, le responsable R&D et son équipe voient des avantages, en particulier des avantages liés au temps, puisque avec cet équipement, ils pensent pouvoir récupérer les données de façon beaucoup plus rapide, sans délai et sans le risque lié à l'erreur de saisie manuelle. Et ça leur permettrait aussi de constituer une base de données importante pour éviter de refaire des essais sur des temps de cycle qui sont très longs. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est surtout tous les questionnements que se pose ce collectif, qui sont autour finalement toujours de cette notion du temps, c'est-à-dire qu'avoir les données en temps réel risque de modifier l'organisation sociale qui s'est construite sur une recherche d'indices. Puisque la donnée passée, comme on l'a vu, c'est une donnée qui est difficile à trouver et qui mobilise tous les acteurs sur les lignes de production. Et donc la trace, qui est ici un défaut d'aspect, devient un indice. Elle porte donc une signification qui est commune pour l'ensemble de ce collectif. Donc avec l'équipement GPAO, que ce soit pour le cadre ou pour le collectif, on peut souligner le risque de l'atomisation, justement, de ces collectifs de travail. Et donc, les transformations du cadre et de son équipe tendent à chercher des transformations vers le maintien des temps sociaux que l'outil numérique risque de réduire. À toi. Alors, par comparaison avec un dispositif numérique, le traitement des défauts et des traces par la mémoire collective peut paraître moins fiable, plus incertain, lacunaire et peut-être surtout moins rapide. Mais d'un autre côté, c'est très économe si l'on considère qu'on ne garde que les informations, les indices qui font sens dans un contexte qui est, comme l'a dit Anne-Cécile, partagé. Un dispositif numérique stocke tout sous la forme de données mortes, de traces fossiles, et a le plus grand mal à discriminer les informations pertinentes a posteriori. Économe sur le plan cognitif, donc, la mémoire collective ne conserve pas tout. Elle sélectionne en fonction de significations qui sont évidemment toujours réactualisées et révisées. Elle est enfin économe aussi, cette mémoire collective, sur le plan énergétique. Il faut bien aborder quand même, personne n'en parle, mais bon. Alors, il faut bien parler à un moment ou à un autre du coût énergétique, écologique, des infrastructures matérielles, du numérique. Derrière les interfaces, il y a des systèmes techniques, physiques, interconnectés, gigantesques. Donc, on ne peut pas toujours faire comme si ça n'existait pas. J'introduis cette variable supplémentaire. C'est pour ouvrir un peu en conclusion.
Voilà, en conclusion, justement, le rapport de connivence entre l'expérience sensible, telle qu'on a pu la percevoir, l'analyser, mobiliser dans les savoir-faire humains, est loin d'être obsolète et peut-être au contraire la clé de l'adaptation. Bon, c'est une proposition, hein, c'est la clé de l'adaptation aux bouleversements qui sont déjà présents et peut-être ceux qui sont à venir. La crise du Covid, comme chacun sait, est venue fracasser pas mal de certitudes, chambouler les plans d'action. Elle s'est traduite par effectivement une accélération du distanciel et de la numérisation de tout un tas d'activités. Mais le moment est peut-être venu aussi de se souvenir que les savoir-faire humains, au sens où on l'a défini ici, de même que la mémoire collective sur laquelle ils reposent, ne sont pas que des variables d'ajustement, mais aussi peut-être la condition même d'une agilité qui va être de plus en plus requise dans une économie de plus en plus, encore une fois, concurrentielle et surtout globalisée. Voilà, on s'arrête là parce que... Bonjour, donc Catherine Troufléau, je suis ingénieure centrale et psychologue du travail et cynisante. Alors, je ne comptais pas le dire, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure sur le vide, qui peut aussi donner du sens. Quand on lit un dessin chinois en noir et blanc, la perspective, elle est donnée justement par le vide. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. 2 ou 3 remarques. Vous avez parlé de corps pensant, de corps sociologique. Vous avez oublié, ou c'était compris dans ce que vous vouliez dire, évidemment, le corps psychologisant. Dans le domaine de la cobotique, on a tendance à soit penser le rapport robot-corps, mais corps en tant qu'entité physique, ou le robot intelligence humaine, entre guillemets, en pensant que la puissance intellectuelle, c'était notre intelligence humaine. Et là, vous l'avez très bien dit, j'ai adoré tout ce que vous avez dit, parce que l'intelligence humaine, c'est notre corps, c'est notre inconscient qui a autant d'informations que notre conscient. Et dans notre conscient, il y a une petite partie qui est la puissance intellectuelle, mais toute notre rationalité, toutes nos pensées flottantes, etc., etc. Et quand on tiendra compte du rapport de l'intelligence humaine d'une manière globale aux robots, eh bien peut-être qu'en effet, on sera beaucoup plus humble et les robots seront là pour peut-être modéliser une partie de notre puissance intellectuelle et on tiendra compte évidemment de toute la dimension de l'intelligence humaine qui est individuelle et qui est aussi collective. Par rapport à l'intervention, si j'ai 3 minutes encore, bon, moi j'interviens dans des entreprises sur plein de champs différents. Je suis intervenue dans une grosse entreprise française à dimension internationale qui fait de la tuyauterie, plasturgie. Et on m'a fait venir parce que beaucoup d'arrêts maladie. Un ergonome était venu, il y avait des TMS, ils ont fait venir un ergonome, très très bon, jeune, donc il s'est appuyé la vieillesse, entre guillemets, où l'âge nous permet en effet des mises en perspective. Quand on est jeune, on a un petit peu peur, donc on se raccroche à ce qu'on a appris en cours. Ils ont refait des postes de travail collaboratifs avec des robots impeccables. Les gens n'avaient plus besoin de prendre des choses en haut, de prendre des choses en bas. Par contre, ils n'avaient pas regardé d'un point de vue, ils n'avaient pas vu que d'un point de vue collectif, les gens de temps en temps se déplaçaient pour aller acheter, pour aller chercher du matériel qui leur permettait au niveau du corps de soulager le corps, qui leur permettait en passant de dire à quelqu'un d'autre, bah alors ton fils comment va-t-il hein, s'il avait été malade. Et en fait, moi j'ai eu en face de moi un directeur de production, un directeur logistique qui avait pensé efficience du travail posté. Et à un moment donné, je les ai laissés parler autour d'une table, je leur ai juste dit, moi en tant que psychologue, j'ai une image, l'inconscient qui nous donne des inputs, des images, qui me vient d'un tube à essai en U. Vous vous dites, messieurs, que le travail posté est nettement meilleur, je vous crois. Le jeune ingénieur logisticien était venu avec 30 cm de hauteur de dossier. Je ne remettais pas en cause ses compétences. Mais j'ai dit, Madame la DRH me dit qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie. Et d'un seul coup, j'ai juste silence de quelques secondes et d'un seul coup, le directeur de production qui a cette réflexion. Merde, on a pensé travail posté. Voilà. Donc, tout simplement, il fallait permettre aux gens de travailler surtout sur ce collaboratif cobotique qui était très bien vu, mais de temps en temps aussi de leur permettre, c'est toujours d'aller chercher du matériel. C'est toujours, vous avez parlé d'un terme que j'aime beaucoup aussi, tension. La vie, c'est faire vivre des tensions entre plein de choses. Et là, ils avaient oublié ça. Voilà, c'est juste cette remarque et j'aimerais bien, parce que vous avez des compétences que je n'ai pas, tout à l'heure que certaines personnes se saisissent de ça pour, dans le champ de discussion, avancer des théories ou des livres que je noterai avec plaisir. Merci.
Merci pour ce commentaire, cette remarque. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bon, vous avez fait référence à la notion d'inconscient, donc quelque part, bon, ça renvoie quand même à la psychanalyse freudienne. Pas forcément, mais enfin quand même. C'est-à-dire que, oui, mais c'est bon, le corps, c'est aussi un corps désirant, hein, aussi. On l'oublie souvent. Oui, oui. Mais il y a une part de. Mais moi, je rejette pas du tout. Alors, la psychanalyse n'a pas du tout le vent en poupe actuellement, hein. On est plutôt dans un retour du comportement, voilà, du comportementalisme, du retour en force du behaviorisme. Mais oui, le corps, il désire. Il y a une part de plaisir dans le travail. Le sens, il est lié aussi au plaisir. Et ce sont des dimensions aussi qu'on a tendance à évacuer un peu trop vite, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. Plus qu'une question, finalement, c'est une remarque et due à ce que vous avez dit aussi. Merci beaucoup, c'était très, 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 très intéressant. Voilà, je revoyage dans le temps aussi un peu. Moi, j'ai travaillé sur la formalisation de la connaissance et je crois qu'on m'a appris tout petit la différence entre une donnée et une information, et le sens d'une donnée. Et ça, je crois que c'est très important. Et on voit que le sens, il varie énormément. Et comment on arrive à automatiser ça? Moi, quand j'entends parler, alors excusez-moi, quand j'entends parler du jumeau numérique, mais j'en perds mes jambes, quoi. J'en perds mes jambes. Et on est dicté par la donnée et on oublie tout ça et tous les sens qui sont encore plus loin, quoi. Et ouais. Mais voilà, donc c'est la donnée. Voilà, la donnée, elle dit ça, donc ça doit être comme ça. Bah non. Bah non. Et je me rappelle dans les années 2000, le knowledge management, on allait informatiser tout le savoir-faire. On en est où déjà? Oui, alors, ça nous entraînerait assez loin. C'est l'hégémonie un petit peu, mais c'est civilisationnel aussi. C'est l'hégémonie de ce qu'on appelle le paradigme spatio-visuel, on va dire ça comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on veut tout spatialiser sous forme de diagrammes, de schémas, de cartographie. C'est le sens de la petite citation de Tim Ingold qu'on a mis à la fin de notre exposé là. Et sur les jumeaux numériques, oui, je travaille un peu je travaille dans le monde chirurgical actuellement et voilà, il y a tout un tas de recherches sur les jumeaux numériques d'organes, notamment du foie, et c'est catastrophique, évidemment. Mais voilà, on ne sort pas de ce paradigme-là. Et même, même pour les sciences humaines, c'est vrai aussi, hein, on a tendance à éliminer tout ce qui n'entre pas dans le format du paradigme spatio-visuel, c'est-à-dire les impressions, les émotions, les odeurs, les partages d'expériences, d'émotions avec les gens sur qui on est censé travailler. Et tout ça est évacué parce qu'on ne peut pas le schématiser. Voilà, donc, voilà, il y a une vraie question. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, qui nous ouvre l'esprit, nous qui sommes que des ingénieurs. Et pour continuer un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Christophe, primo, donc numérique, en fait, si j'ai bien compris, il y a deux choses dans ce que vous entendez par numérique. Il y a à la fois l'aspect mesure, hein, et à ce moment-là se pose vraiment la question de la pertinence de cette mesure par rapport à la fonction, à la fonctionnalité. Hein, donc, on va retrouver l'histoire de données, mais est-ce que les données... Hein, on sait que quand on va transformer les données, le résultat, il sera faux dès lors que les données d'entrée seront fausses, hein, ou pertinentes. Hein. Deuxième chose, alors, ce que l'on voit aussi, c'est effectivement il y a une hiérarchie, disons, entre données, informations et connaissances. Et en particulier en tant qu'enseignant-chercheur, ce que l'on va chercher, c'est ce que l'on va développer, et c'est notre mission, hein, c'est dans la loi, de créer des connaissances à partir des données donc, que l'on a recueillies sur le terrain. Donc effectivement, ce qui veut dire qu'au niveau de l'entreprise, il serait aussi intéressant de capitaliser ces connaissances. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande dans les critères de reconnaissance des activités de R&D. Hein, c'est pas uniquement on répond à un problème, mais on apporte des connaissances qui vont être capitalisées au sein de l'entreprise. Hein, c'est bien évident, c'est la propriété intellectuelle. Donc, par contre, je crois qu'il y a cette hiérarchie peut-être à prendre en compte. Troisième remarque rapide, en ce qui concerne le coût du numérique, effectivement, je vous conseille de lire le livre de Guillaume Pitron qui s'appelle L'enfer numérique, hein, et qui définit que donc, le numérique actuellement, c'est 5% de CO2 et 10% d'énergie. 2021, un ouvrage sur l'électricité, ce qu'on appelle la servitude électrique, parce qu'on peut parler du numérique, mais le numérique, ça fonctionne à l'électricité quand même. Il faudrait peut-être s'interroger sur l'électrique aussi.
Et bon, là, ça nous entraînerait un peu loin de notre débat actuel. Bon, on pousse à l'électrique aujourd'hui. En France, l'électricité nucléaire. Et on voit que les centrales nucléaires, c'est aussi des machines à eau. On s'en rend compte actuellement puisqu'on est en train de fermer des tranches par manque d'eau. Alors, on peut pousser vers l'électrique et le numérique, vers le tout électrique. Mais là, on est quand même confronté à quelques petits soucis qu'il aurait peut-être fallu un peu anticiper. Merci. Aurélie? Oui, Aurélie Landry, donc enseignant-chercheur en ergonomie à l'Université de Grenoble. Merci pour votre présentation, puis pour les exemples savoureux quand on va sur les situations de travail, etc. Vous terminez en disant qu'il y aurait une mise en tension entre transformation numérique et engagement du corps. Moi, je parlerais plutôt d'engagement de l'humain dans le travail, parce que c'est vrai que le corps, sinon on est obligé de refaire voilà, le corps. Il n'y a pas que le corps, il y a le cerveau, les affects, etc. Comment on peut la travailler, cette mise en tension, puisque, en fait, on en est là. Il y a une mise en tension, mais on peut la travailler, on peut sûrement respecter l'engagement du corps dans la transformation numérique. Je vais laisser la parole à Anne-Cécile après, mais d'abord, sur l'humain plutôt que le corps, bon, c'est vrai que le corps, c'est une notion très chargée, quoi. Donc c'est difficile. Hein. Enfin, il faut de longs développements, hein, beaucoup de précautions. Mais alors, l'humain, c'est pareil. Hein. C'est le sens de la formule de Lacan que j'ai mis à la fin. Est-ce que c'est si humain? Est-ce que l'humain est si humain que ça ou qu'on le pense? Voilà. Tout dépend de ce qu'on va mettre derrière l'humain, quoi. La façon dont on pense l'humain. Les automatismes, les machines, elles viennent des humains, des imaginaires. Marco l'a bien dit tout à l'heure. Hein. Ce sont des productions, des imaginaires collectifs. Donc ça vient, c'est humain aussi. Hein. Et l'automation, tout ça, c'est humain. C'est pas. Alors, on dit que ça produit des résultats inhumains par rapport à une autre définition d'humain qui va mettre l'accent sur d'autres valeurs, sur d'autres. Bon, voilà. C'est juste là ce que je voulais ajouter à votre remarque. Tu veux dire quelque chose sur la tension, sur la manière d'intégrer, ou peut-être faut pas intégrer. Il ne faut pas chercher à intégrer. Justement, cette tension, il faut la maintenir. Et c'est peut-être ça qui est intéressant et fructueux, et fécond. Oui, merci Aurélie pour ta remarque. Effectivement, en fait, c'est pour nous ergonomes, c'est une question du coup qui devient très très complexe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on parle d'engagement, engagement de l'humain ou l'engagement du corps au travail tel que on a pu le proposer. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement de cet engagement dans les transformations du travail où on cherche à équiper. Donc là, on est sur la table de robotique collaborative. Donc vous comprenez bien que finalement, c'est logique qu'on a essayé de montrer, là, de mettre en tension. Hein. Ces logiques peuvent aussi effectivement s'appliquer sur le numérique, puisque quelque part, ces logiques sont les mêmes. Et aujourd'hui, je n'ai pas plus de réponses à la question, mais au moins, ça permet effectivement déjà de pouvoir faire une forme de mise en lumière et de se dire, en tant qu'ergonome, partant de ces logiques-là, comment est-ce qu'on peut concilier, collaborer, refuser, je ne sais pas quoi. Mais au moins, ça permet de les montrer et peut-être de façon... Peut-être là, on les a présentés, non pas de façon opposée, mais on va chercher justement la connivence, mais au moins, voilà, que ça questionne nos activités dans l'idée de transformer les choses. Oui, je vais juste conclure pour dire que un des atouts, une des choses qu'a apporté Hector, en tout cas, c'est une collaboration, alors c'est pas de la cobotique, c'est une collaboration pluridisciplinaire réussie entre une ergonome et un socio-anthropologue. Et c'est déjà finalement pas si mal aussi comme résultat.